on va passer à Marc Fantoinon, notre prochain intervenant. Donc il nous revient du Danemark, où il a été quelques années à l'université d'Aalborg, en tant que professeur en ingénierie de l'éclairage. À présent, il est consultant de la société Light and Innovation sur la région lyonnaise. Il est également animateur du groupe de travail européen en charge de la norme d'éclairage naturel, que je ne nommerai pas mais que vous connaissez tous. Et il est expert également du programme de l'Agence internationale de l'énergie, notamment dans le thème de Lighting Controls. Marc, la parole est à toi. Merci, merci. Bonjour à tous. Très heureux hier de nos échanges, très heureux de retrouver la communauté française après 10 ans d'absence, mais maintenant je reviens parmi vous et on va, j'espère, travailler ensemble dans les années qui viennent. J'ai intitulé ma présentation « Comment aborder l'éclairage naturel en 2021 ». J'ai travaillé toute ma carrière, surtout au niveau universitaire et recherche, dans le domaine. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2021? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Ce qui n'a pas changé, c'est quand même le climat. Même s'il parle de réchauffement climatique, le soleil est toujours dans la même position dans le ciel. Les durées des jours n'ont pas changé. Ce qui a peut-être changé, c'est peut-être l'urbanisation, peut-être un peu la pollution qui peut contribuer au diffus et réduire le contraste entre le direct et le diffus. Nous-mêmes, au niveau de l'œil, on n'a pas de changement majeur, on vieillit un peu, donc on a quand même peut-être une population qui a une sensibilité un peu différente, mais sur le plan physiologique, on ne peut pas dire qu'il y a une évolution majeure qui nous intéresse. Par contre, il y a des choses qui bougent. Les techniques de construction, les fenêtres, les matériaux fenêtres, les matériels d'éclairage, on vient de le voir, les LED, qui fait que finalement la discussion sur l'énergie a beaucoup changé. L'urbanisation qui réduit l'accès à la lumière du jour du fait de la densification de l'habitat. Le modèle de coût, les contraintes énergétiques, tout ceci sont des choses assez différentes. Et puis notre mode de vie, on l'a vu cette année, l'année qu'on vient de vivre, qui montre que notre relation à la nature, à nos attentes, tout ça, ça a évolué aussi. Et donc, dans ce contexte, j'aimerais juste faire quelques petites remarques sur des choses qui ont changé. Bon, il y a un élément qui est important que Vincent a mentionné, c'est la norme européenne. C'est un travail sur lequel j'ai travaillé un certain nombre d'années, à la suite de Peter Rainham, ce qui m'a amené donc à travailler avec un certain nombre d'experts au niveau européen. Et comme vous le savez, ceux d'entre vous qui travaillent sur les normes, eh bien, on cherche des compromis. Donc c'est quand même, ça tire un peu dans tous les sens au début, puis on essaie quand même d'arriver quelque part. On a des contraintes qui sont des réglementations existantes, et dès qu'il y a une réglementation existante, eh bien on est un peu coincé. Quand il y a une norme existante, la norme européenne passe devant, et donc on rend caduque des normes locales, donc c'est quand même des bagarres assez fortes qui se règlent parfois à coup de boisson de bière le soir dans les bars pour essayer de calmer les choses, mais on y arrive, notamment avec nos amis germaniques, avec beaucoup de bière, on arrive à se mettre d'accord. Donc c'était une expérience qui aboutit à une norme, la 17037, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est un compromis, donc comme tout compromis, on n'est pas heureux de tout, mais néanmoins elle est là, elle nous permet d'avancer. Il faut savoir qu'historiquement, ce qui avait beaucoup poussé, c'est qu'il y avait notamment des Nordiques qui sentaient le danger de construire des bâtiments qui n'ont pas assez de lumière du jour, et on était plutôt poussé par des associations liées à la santé. D'accord ? Alors, il y avait bien sûr des fabricants d'éclairage qui, eux, s'intéressaient beaucoup plus au contrôle commande, et puis on avait des fabricants de matériaux verriers qui étaient là aussi pour essayer d'asseoir leurs produits sur une norme. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est pas une norme qui concerne les bâtiments, mais les espaces. Et ça a souvent conduit à énormément d'erreurs, notamment dans les pays baltes et pays de l'Est, où les gens ont essayé un certain nombre de personnes ont essayé d'utiliser cette norme pour faire des règles d'urbanisme ou des choses comme ça. Non, pas du tout. C'est pour des espaces. Donc certains espaces sont mal éclairés, d'autres bien éclairés. On se base sur le facteur de lumière du jour médian, sur la moitié de l'espace concerné, et minimum sur 95% de l'espace. Ça, c'est quand même très important. Et puis, on a une partie générale et on a une partie normative, au début, qui décrit tout ceci, mais toutes les valeurs, les quantités sont informatives. Hein.
Et on a néanmoins des tableaux de valeur minimum pour tous les pays d'Europe et les zones d'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle couvre à la fois l'éclairage du jour, la lumière du jour, mais aussi les vues vers l'extérieur, l'exposition au soleil, avec des nombres d'heures minimum d'ensoleillement à certaines dates de l'année en hiver, pour dire qu'un espace reçoit suffisamment de soleil. Donc ça, c'était demandé surtout par les gens qui conçoivent des écoles pour enfants et un certain nombre de logements. Et puis également un aspect qui est lié à l'éblouissement des hauts fenêtres en relation avec une autre norme, la 14501, sur la protection solaire. Donc pour essayer de lier le confort visuel à des choix de protection solaire qui réduisent l'éblouissement extérieur. Donc ceci a été publié en 2019. Je pense que certains d'entre vous l'ont utilisé peut-être. Alors il y a quand même un intérêt, il y a eu des grosses bagarres sur le fait qu'il fallait qu'on puisse d'une part se lier avec le logiciel de CAO que les architectes et ingénieurs utilisent, et d'autre part être sûr qu'on prend en compte des éléments fondamentaux dans l'éclairage naturel. C'est l'importance des masques, et les masques extérieurs influencent énormément la pénétration de la lumière, donc il faut que la norme l'intègre parfaitement, enfin aussi parfaitement que possible, et le fait que la lumière dans une pièce peut venir de partout, de toutes les façades et de la toiture en même temps. Et effectivement, on s'est éloigné des boîtes à chaussures classiques qu'on trouve dans un certain nombre de normes d'éclairage naturel dans différents pays. Donc ça, c'était un élément majeur. Alors en France, on a un aspect non normatif mais réglementaire. Vous le connaissez, donc on avait la réglementation thermique qui a abordé un peu l'éclairage naturel avec une taille minimum d'ouverture des fenêtres. Il faut savoir que dans les années 2000, on était un peu plus concerné par les apports solaires. Donc on voyait plutôt des tailles de fenêtres minimum pour bénéficier de l'apport solaire. Or maintenant, on parle beaucoup de réchauffement climatique et effectivement, on est beaucoup plus maintenant dans essayer de réduire les surfaces vitrées pour les problèmes de climat d'été. Alors, on ne va pas supprimer les fenêtres, bien sûr, mais il y a quand même une pression pour ne pas avoir trop de fenêtres. Alors, dans les pays scandinaves, si vous allez à Copenhague, vous verrez que les bâtiments ont des surfaces vitrées gigantesques, beaucoup de triple vitrage, c'est vrai, mais il y a une importance énorme donnée à la lumière du jour. Et donc, on voit très bien qu'il y a une espèce de compromis. Et donc, il y a un certain nombre de fabricants qui sont aussi vent debout pour ne pas réduire de trop la taille des fenêtres, mais aussi des gens de la santé publique qui s'intéressent beaucoup à ce sujet pour que nos appartements restent intéressants. Donc, on est resté sur la règle du 6e, avec des dérogations, et on a dans la réglementation de 2020 également intégré la norme, les méthodes de la norme 17037 en matière de calcul. On est toujours dans ces quantités de lumière minimum sur 95% de la surface et également minimum sur la moitié. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, tout ceci est dans la norme. Alors qu'est-ce qu'il y a depuis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance de travailler avec les fabricants de fenêtres, l'UFME, la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, qui se sont regroupés, et j'ai travaillé avec eux sur l'étude des conséquences de cette norme et qu'est-ce qui se passait, et surtout des sondages auprès de panels de personnalités pour comparer, voir à quoi ressemblent des appartements qui respectent la norme. Et on a travaillé sur des dizaines et des dizaines de cas types en faisant varier les tailles des ouvertures. Vous voyez en haut à gauche les recommandations de la norme 17037 pour la région parisienne avec un facteur de lumière du jour médian de minimum de 1,9 et un facteur de lumière du jour mini de 0,6. Et ici, sur ces études de cas, j'ai pris juste quelques études parmi l'étude qui avait été faite par Codifab et Visual Sense. Eh bien, on voit qu'en haut, avec 10%, on est sous la norme, et en dessous, avec 17%, c'est-à-dire la règle du 6e, on dépasse la norme. Alors attention, ça c'est un appartement qui est au 5e étage, pour lesquels les obstructions sont assez modestes. L'étude a fait varier donc la hauteur des appartements en fonction de la rue, et en bas, dans les étages inférieurs, c'est plus critique. Un autre exemple ici, extrait de cette étude, sur un logement en banlieue, qui montre que la multiplication des ouvertures à surface totale constante améliore considérablement la quantité de lumière dans le bâtiment. Vous voyez, en haut, on est sur une baie vitrée seule avec des facteurs de lumière du jour de 0,7 et 0,19. Alors, on a quand même des masses, des arbres dans le jardin qui absorbent pas mal de lumière. En bas, on voit que si on prend la même surface vitrée, mais on la répartit sur 2 parois, eh bien, on passe
largement au-dessus de la norme. Donc cette norme peut être utilisée de façon active par des architectes aussi pour multiplier les sources, pour rendre des espaces plus lumineux, bien qu'on soit à des surfaces données. Alors juste quelques réflexions que je vous livre aujourd'hui, c'est que j'aimerais déplacer un peu le débat sur un aspect plutôt financier, si vous me permettez. Donc j'ai travaillé dans le passé avec des cabinets d'avocats sur un certain nombre d'études de cas sur des préjudices liés à des gratte-ciel qui bloquaient la lumière. Et donc j'étais partie prenante dans ces affaires sur New York et sur Hong Kong, où j'ai fait un certain nombre d'études. Et c'est vrai que le problème de l'éclairage naturel ici s'exprime en termes de préjudice pour des voisins par rapport à un projet urbanistique. J'ai trouvé ça extrêmement passionnant de faire des études qui relient les niveaux de lumière aux impacts financiers. Un autre aspect que je voudrais vous livrer, sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est la création de valeur liée à la lumière du jour. Et juste pour illustrer le propos, regardons un peu ce qui se passe par exemple dans l'automobile avec une prise de jour en toiture dans le toit de la voiture, et ça a un coût. C'est un coût entre 800 et 1200 € typiquement, mais il y a un marché, c'est-à-dire que c'est un agrément qui a une certaine valeur. Donc l'acheteur peut faire une relation entre le coût et l'apport de cette option. J'ai regardé un petit peu sur le marché danois ce que valait une option d'éclairage naturel dans les bâtiments qui se font beaucoup en banlieue à toit plat, qui sont les Räkehus, qui sont des bâtiments les uns contre les autres. Et j'ai remarqué qu'ils vendaient l'apport de lumière naturelle Zenita, ils la vendaient à plus de 3000 €. La valeur marché, hein, donc c'est bien supérieur bien sûr au coût. Mais il faut vous dire qu'il y a une valeur marché de l'éclairage naturel et un certain nombre de personnes se disent cet appartement je l'achète, cet immeuble, c'est pas dans cette maison je l'achète, et cette lumière du jour va vraiment être un élément de confort et ça vaut une certaine somme. Donc l'éclairage naturel a une valeur perçue et je crois que c'est intéressant que les fabricants de fenêtres, comme les fabricants d'éclairage électrique, aient conscience qu'au-delà des coûts de l'éclairage, il y a une valeur ajoutée et c'est cette valeur qui m'intéresse et c'est ce débat que j'essaie d'avoir avec des industriels. Une étude, bon, j'avais fait à l'époque une revue d'un certain nombre d'études, une étude en Belgique ici que j'ai trouvée extrêmement intéressante, de Helgers, qui a analysé 20 000 maisons individuelles et puis qui a comparé des attributs et l'influence des attributs de ces maisons sur les valeurs. Et le fait d'avoir par exemple 4 orientations semblait augmenter la valeur moyenne de 8,5%, ce qui est quand même pas rien. Alors, chose qui m'a le plus choqué dans cette étude, c'est que même la cave à vin était quelque chose qui était une valeur ajoutée perçue considérable. Alors, je suis un peu surpris, je pensais qu'en Belgique, on buvait plutôt de la bière. Mais le fait d'avoir une cave à vin sur le marché belge, semble-t-il, c'est un attribut qui a une valeur considérable. Apparemment du même niveau que d'avoir 4 orientations. Donc, c'est à discuter avec nos amis belges qui sont dans la salle, hein, après, en buvant un petit verre. J'avais fait une étude avec un de mes étudiants, Di Folco, ça c'était en 2002, à l'époque on avait interviewé 14 professionnels et analysé un certain nombre de publicités pour voir en quoi l'éclairage naturel pouvait éventuellement avoir une valeur. Alors excusez-moi pour l'erreur qui est sur le paragraphe. Eh bien, la première chose que nous disaient ces vendeurs, c'est que dans un immeuble, les appartements les mieux éclairés en lumière du jour se vendent le plus vite. Or la vitesse c'est un élément majeur. Puis quand on a des prêts à rembourser. Et également, en rénovation, le fait de tout euro investi dans l'amélioration des fenêtres de la menuiserie valorisait l'appartement d'au moins 3 fois plus. Alors j'étais assez surpris de voir qu'une société connue au Danemark dans le domaine de la fenêtre a fait une étude de ce type au Danemark et ils sont retombés sur le même résultat. C'est que le gain des investissements de l'éclairage dans les fenêtres se valorise au moins par un facteur 3 dans la valeur du bien. Donc c'est quand même, si vous connaissez des investissements en rendement 3 fois l'investissement, il n'y en a quand même pas beaucoup sur le marché. Donc je vous encourage fortement à investir dans ce domaine. J'avais mené une étude en 2008, ça remonte à un certain temps. J'avais fait une étude sur le Total Cost of Ownership, le coût global de l'éclairage, alors électrique et naturel, qui compte l'investissement, l'entretien, la consommation d'électricité sur des périodes longues, 40 ans, donc avec les rénovations et tout ce que ça soulève. Et je me suis dit, je vais comparer tous ces systèmes par rapport à la lumière fournie et utile que j'ai chiffrée en méga-lumen-heure sur le plan de travail.
et j'avais comparé un certain nombre d'éléments, et c'était assez intéressant de voir que le gagnant de toute catégorie, c'est le lanterneau industriel, qui est imbattable sur le long terme. Bon, le problème, c'est qu'il ne marche pas la nuit, mais en quantité de lumière par rapport au coût, il est formidable. Les façades verticales sont bien placées, hein, 42 € le méga-luméneur. Et c'était en 2008, donc j'avais pris le fluorescent là-haut, à 5,28. Les diodes, à l'époque, en 2008, on était plus cher que les fluos, on était à 16,80. J'avais du fluo direct, indirect, qui était un peu plus cher. Maintenant, avec la baisse des coûts des LED, on a battu le fluo, on a redescendu. Donc, on voit très bien les enjeux. Donc, j'avais mis l'incandescent, vous voyez, qui était extrêmement cher. Et puis, des systèmes architecturaux sur lesquels je travaillais à l'époque, qui étaient quand même néanmoins assez coûteux. Alors, à droite, on a le photovoltaïque LED en synchrone sans batterie, dont les prix s'effondrent en ce moment et qui pourrait être en fait le vrai concurrent de l'éclairage naturel pour les espaces un peu loin de la surface extérieure. Quelques mots sur un autre aspect qui est de se dire, mais cette lumière naturelle, c'est pour nous. Donc, sortons un peu de la technologie, parlons un peu des gens qui utilisent l'espace. Et donc, avec un certain nombre de personnes, nous avons développé une base de données d'un grand nombre de cas types d'éclairage naturel, d'appartements, de maisons, de salles de bain, de tout ce qu'on veut, de studios. Et nous présentons ça devant des panels de personnalités tout venant, on va dire, via Internet, pour les faire réagir, pour qu'ils s'expriment sur leurs préférences, etc. Et on a trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc, une base de données de centaines d'images maintenant dans l'éclairage naturel qui est utilisée par une société française. Et ça permet également d'explorer des multi-attributs. On fait varier les types de fenêtres, mais on fait varier la profondeur des espaces, on fait varier des paramètres intérieurs, ça peut être des hauteurs sous plafond, pour voir un petit peu les réactions des personnes. On a aussi des séquences vidéo qui simulent des contrôles d'éclairage électrique en fonction de la lumière du jour, sur des petites périodes de journée. Et on teste différents, ça se le fait dans le cadre de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, pour essayer, avec un certain nombre de sociétés de contrôle d'éclairage, pour essayer de voir ce que disent les gens en fonction des différents modèles de pilotage de l'éclairage électrique en fonction de la lumière du jour, le zoning, la couleur, les choses comme ça. Ça, c'est très intéressant. Une autre élément que je voudrais vous livrer, qui est plus général, plus ouvert, qui est de dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai la chance d'avoir vécu dans les années 80, 90, et certaines personnes dans la salle s'en rappellent très bien. À l'époque, l'éclairage, l'intérêt de l'éclairage, c'était l'économie d'énergie, puisqu'on passait de l'incandescent à la fluorescence et fluorescence compacte, puis de la LED. On a connu cette baisse vertigineuse des consommations, hein, puisque maintenant on arrive avec des puissances extrêmement modestes. Et donc, ça a été le nerf de la guerre. Ça a été l'intérêt économique de l'éclairage naturel a été tout de suite vu comme une alternative, une possibilité d'économiser de l'énergie électrique. Mais avec l'augmentation de la performance des sources, ce gain est devenu de plus en plus petit. On est sur des gains qui sont inférieurs à 1 € par mètre carré par an avec la lumière du jour. Donc ça donne des marges de manœuvre financières extrêmement modestes, d'où l'intérêt de travailler sur la création de valeur par l'éclairage naturel. Mais tous les arguments qui étaient en avant dans les années 80-90 se sont un peu effondrés. Je peux me permettre de le dire, je l'ai vécu, et si on voit à Bruxelles, quand on travaille avec la Commission européenne, pour eux, l'éclairage circulé, il n'y a plus rien à voir. La performance est arrivée. Hein, je pense que nos amis de Lighting Europe s'en rendent compte. Maintenant, on est plus sur Smart City, Smart Building, Connectic, l'intelligence. Là, ça excite un petit peu la DigiConnect. Mais l'éclairage en tant que tel est devenu moins important qu'il ne l'était dans les années 80. On a aujourd'hui, donc, on vit une période où on voit que par rapport à l'éclairage naturel, l'industrie de l'éclairage, dont nous avons beaucoup de représentants ici, voit une opportunité pour développer davantage de contrôle intelligent, du zoning, en fonction de la lumière du jour, de piloter aussi des protections solaires automatiquement et en même temps que l'éclairage électrique. Donc on a des fabricants qui sont là, ici dans la salle en plus, qui aujourd'hui ont une offre à la fois intégrée de pilotage de store et d'éclairage électrique.
Donc tout ça, ça arrive. On a de la basse tension qui se met au milieu, donc il y a des enjeux techno. Il y a des coûts, et comme je l'ai dit, les gains sur l'aspect énergétique restent assez modestes, ce qui veut dire que les capacités d'investissement pour ça sont limitées, donc c'est assez dur, donc il faut absolument trouver d'autres éléments positifs pour les occupants, sur le confort, sur l'usage, etc. Donc c'est un sujet qui est un peu dans l'air du temps. L'éblouissement des baies vitrées, c'est un sujet qui est perfectible, on peut faire beaucoup mieux. On a des verres à transmission variable, on a des stores silencieux, souples, qui se déplacent de façon discrète. Enfin, il y a des choses qui évoluent, mais c'est très lent, malheureusement. Une autre évolution troisième phase d'évolution que j'ai mentionnée et qui était abordée hier, c'est bien sûr suite à ce qui s'est passé avec la crise sanitaire en 2020. Il y a une évolution quand même de notre mode de vie. Il y a d'une part, on a développé un peu le travail chez soi, hein, et puis on a également noté l'importance de la nature quand on est coincé et bloqué chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être tirer un petit peu l'intérêt vers la lumière du jour. Donc, moi, j'aimerais quand même laisser un message de conclusion qui est que l'intérêt, le sujet que j'aimerais le plus échanger avec vous aujourd'hui ou plus tard dans les années qui viennent, c'est tout ce qui est création de valeur autour de l'éclairage naturel, parce que je pense que c'est le modèle à voir. Et pour terminer, et pour lier avec la présentation d'avant, donc j'ai beaucoup travaillé sur la simulation de l'éclairage du jour par l'éclairage électrique. J'avais fait ça dans les années 2000 quand j'étais à Lyon, CNRS. Et je voudrais juste vous dire, je viens de terminer un projet au nord de Groenland qui m'a passionné, avec une simulation du base lunaire, avec des astronautes, entre guillemets, danois, à l'intérieur, qui sont restés 3 mois. Et je leur ai simulé 7 catégories de jours, hein, des jours couverts, ensoleillés, méditerranéens, au hasard. Donc chaque jour, ils avaient une journée qu'ils découvraient, ils ne savaient pas ce que c'était. Et puis, je leur ai fait des couchers de soleil, des levées de soleil un peu sympas. Et tous les samedis, je leur ai fait la fête. À 8 heures, ils avaient des couleurs saturées, rouge, vert, bleu, purple. Et on a fait l'analyse, on a présenté ça à la télévision danoise plusieurs fois. Et ça a été pour eux un grand succès. Qu'est-ce que je retiens de cette expérience? L'importance des couchers et levées de soleil. C'est des moments magiques de la journée et qu'ils ont adoré ça. L'intérêt aussi, c'est d'avoir des journées dont ils ne savent pas ce qui va se passer, de ne pas savoir, de ne pas avoir de prévision météorologique, de prendre la vie comme elle vient. Ça, c'était un élément extrêmement aussi important et nouveau pour moi comme découverte. Voilà, je vous remercie et j'aimerais bien échanger avec vous tout à l'heure. Merci Marc Antoinon pour ce tour d'horizon de la lumière naturelle en architecture et plus particulièrement dans le logement. Sans transition.